Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo où je vais vous parler de la spectrométrie de masse, qui est une technique d'analyse instrumentale, puisqu'on fait appel à un instrument ou un appareil qui va nous permettre de déterminer la masse des molécules présentes dans un échantillon avec une très grande précision et sensibilité. Le spectromètre de masse est le plus souvent utilisé en association ou en couplage avec un autre instrument de chromatographie liquide ou gazeuse. Parce qu'il est indispensable de séparer les molécules de l'échantillon analysé pour qu'elles n'arrivent pas en même temps dans le spectromètre de masse. Et donc, on se retrouve avec un couplage LCMS dans le cas où la chromatographie est liquide et avec un couplage GCMS dans le cas où la chromatographie est gazeuse. Ces techniques d'analyse s'appliquent dans différents domaines, comme dans la recherche biomédicale pour l'identification de protéines, dans la recherche clinique pour le dosage de l'hémostéine plasmatique totale et l'analyse des stéroïdes par exemple, dans le domaine de la toxicologie pour le dosage des drogues et la recherche des intoxications médicamenteuses, dans la médecine légale pour l'identification des drogues toxiques et dans le domaine pharmaceutique pour l'étude de la pureté des produits pharmaceutiques. Ce fameux instrument, utilisé en différents domaines, existe sous deux formes. Un spectromètre de masse simple, composé d'une source d'ionisation, qui va nous permettre d'ioniser les molécules présentes dans l'échantillon, un analyseur de masse qui va nous permettre de séparer les ions formés par rapport à leur masse sur charge, et un détecteur qui va compter ces ions et les amplifier en signal. Il existe également un spectromètre de masse MSMS ou ce qu'on appelle en tandem, qui a l'avantage d'avoir un deuxième analyseur de masse qui va séparer les ions produits au fils formés après avoir fragmenté l'ion parent dans une cellule de collision, à l'aide d'un gaz vecteur tel que l'argan. Et cet tandem MSMS permet une meilleure identification des molécules. Cette identification va être plus fine et plus exacte parce qu'en plus de la masse de la molécule à analyser, on identifie les masses de ces ions fils obtenus après avoir la fragmenté au niveau de cette cellule de collision. Et donc, sur cette vidéo, on va aborder ensemble en détail les composantes de cet appareil. Et on va commencer tout d'abord par la première composante qui est la source d'ionisation. Parce qu'il est important que les molécules de notre échantillon analysé soient vaporisées et ionisées. Le choix de cette source d'ionisation dépend du résultat recherché et des molécules analysées. Et donc, comme source, on a l'ionisation électronique, on a l'ionisation chimique, l'ionisation par bombardement d'atomes rapides, la désorption ionisation laser par matrice, l'ionisation électrospray et finalement l'ionisation chimique à pression atmosphérique. Alors commençons par l'ionisation électronique ou ce qu'on appelle l'ionisation par impact électronique. C'est la méthode la plus utilisée pour les composés qui peuvent passer à l'état gazeux, comme le cas de la plupart des molécules organiques. Cette méthode d'ionisation est réalisée à l'aide d'un filament métallique en rhénium ou tungstène porté à haute température d'environ 2000 degrés Celsius. Ce filament va émettre un faisceau d'électrons accéléré par une différence de potentiel de moins 70 électronvolts. Ensuite, une fois ces molécules à analyser sont envoyées vers la source d'ionisation, ce filament ou ce faisceau d'électrons accélérés va pouvoir perturber les nuages électroniques des molécules, ce qui provoque une perte d'électrons au niveau de leur couche externe. Ce qui conduit à la formation du cation radicalaire ou ce qu'on appelle l'ion moléculaire. Cet ion moléculaire va avoir la possibilité soit de se fragmenter ou de se réarranger en fragments. Ensuite, ces ions moléculaires ainsi que leurs fragments vont être poussés à l'aide de lentilles de focalisation vers l'analyseur de masse. Ensuite, pour l'ionisation chimique, elle repose sur le même principe que l'ionisation électronique, sauf qu'ici, le filament, en émettant des électrons, va ioniser un gaz réactant qui a été introduit dans la source de l'appareil. Et c'est ce gaz ionisé en collision avec les molécules à analyser qui va conduire à la formation de l'ion pseudomoléculaire MH+, qui a moins tendance à se fragmenter que l'ion moléculaire M+, obtenu par l'ionisation électronique.
ce qui va nous permettre de repérer ou de bien repérer la masse de notre molécule M. Si on prend le méthane comme exemple de gaz réactant, ce dernier va être bombardé par les électrons émis par le filament conduisant à la formation du cation CH4+, qui va réagir avec une autre molécule de méthane conduisant à la formation du cation Ca5+. Et c'est ce cation Ca5+, qui par collision avec la molécule M conduit à la formation de l'ion MH+, ou ce qu'on appelle l'ion pseudo-moléculaire. Ensuite, et quant à l'ionisation par bombardement par atome rapide, c'est une méthode réservée aux grosses molécules biologiques polaires et peu volatiles. Elle consiste à réaliser sous vide un impact d'un faisceau d'atomes lourds non ionisés accélérés comme l'argan, le xénon, sur l'échantillon dispersé au préalable dans une matrice liquide comme le glycérol, le thioglykérine, etc. Ce bombardement par ces atomes lourds ayant une énergie cinétique de l'ordre du kilovolt va conduire à la production des ions pseudo- ou quasi-moléculaires MH+. Malheureusement, cette méthode ne convient pas à l'étude des ions de petite masse, à cause du bruit de fond important dû à l'apparition d'ions relatifs à la matrice de dispersion dans laquelle on introduit l'échantillon. Ensuite, pour la désorption-ionisation laser par matrice, ou ce qu'on appelle ionisation MALDI, c'est une technique d'ionisation dédiée aux grosses molécules non volatiles ou thermiquement instables, comme les biomacromolécules ou les grandes molécules organiques synthétiques, comme les polymères, les dendrimères, etc. C'est une technique qui permet la désorption et l'ionisation de molécules entières qui vont être incorporées dans une matrice organique telle que l'acide dihydrobenzoïque, par exemple, et déposée sur une plaque ou un support. Ce support va être bombardé par des photons provenant d'un laser pulsé dans la longueur d'onde et situé dans la bande d'absorption de la matrice. Ensuite, la matrice organique, en recevant l'énergie thermique émise par ces photons du laser, va transférer cette énergie aux molécules à analyser qui vont être désorbées et ionisées d'une façon douce. Le choix de la matrice est donc important et dépend de la nature des molécules à analyser. Pour l'ionisation électrospray ESI, ou ce qu'on appelle l'ionisation par électronébulyseur, c'est une technique d'ionisation qui consiste à une électropulvérisation d'un échantillon liquide à pression atmosphérique. Cette électropulvérisation consiste à appliquer un haut potentiel de l'ordre de 5000 volts sur l'échantillon liquide introduit dans un fin capillaire d'acier inoxydable de 50 micromètres de diamètre. Cet échantillon liquide, en plus du haut potentiel, il est soumis à l'action d'un courant d'azote, ce qui va conduire à la formation d'un aérosol ou un spray qui va être sous forme d'un nuage de fines gouttelettes chargées. C'est ce qu'on appelle le nébulisant. Ensuite, sous l'effet d'un second courant d'air chauffé, le solvant des gouttelettes va s'évaporer et ces dernières vont subir une fission et vont être explosées en libérant des nanogouttelettes chargées de l'ordre de 100 nanomètres, constituées de molécules protonées ou déprotonées. Ensuite, et par des processus de désolvatation-fission consécutifs, ces ions présents dans ces nanogouttelettes vont être émis en phase gazeuse, traverser un tube de transfert chauffé et focalisé par une lentille vers l'analyseur de masse qui est maintenu sous vide, et c'est là où les ions vont être séparés en fonction de leur masse sur charge. Finalement, pour l'ionisation chimique à pression atmosphérique, APCI, c'est une technique d'ionisation analogue à la technique d'ionisation chimique qu'on a vue dans un premier temps. C'est une technique complémentaire de l'ionisation électrospray, en raison du fait que les molécules qui ne répondent pas bien en ionisation électrospray s'ionisent en APCI. Ces dernières utilisent le même capillaire qui est fin et qui est en acier inoxydable et qui est utilisé dans la source ESI. Sauf qu'en APCI, ce capillaire n'est pas soumis à l'action d'un haut potentiel, mais il est chauffé à une température d'environ 350 degrés Celsius, ce qui permet la désolvatation rapide de l'aérosol formé au bout du capillaire qui ensuite va être emmené vers l'électrode à décharge Corona sur laquelle est appliquée une différence de potentiel de 2 à 3 kV. Cette décharge Corona est une décharge électrique lumineuse qui présente une source constante d'électrons qui va ioniser l'air ambiant et créer un plasma ou un gaz ionisé autour de la pointe de l'aiguille Corona. Et c'est ce gaz ionisé qui va ioniser les molécules qui ont été désolvatées dans un premier temps.
Voilà, donc on va s'arrêter ici pour tout ce qui est source d'ionisation et on va enchaîner les deux composantes qui restent, donc l'analyseur de masse et le détecteur dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.